La sexualité, surprise ou pas, eh bien ça s'apprend. C'est du cul, c'est un jeu de société qui a pour objectif de promouvoir la santé sexuelle, de prévenir les violences sexuelles et de permettre les échanges et débats entre jeunes et entre genres. Ouvrir le débat et montrer que c'est possible, sain et normal d'en parler. Alix Moujard a bien voulu nous présenter comment elle a construit avec sa petite sœur ce jeu de société éducatif sur la sexualité. On parle donc autant de comment construire un jeu de société, les prototypes qu'il faut faire, les financements nécessaires, comment s'associer en famille, mais aussi et surtout de santé sexuelle, de l'intérêt de ce jeu, son intérêt social et public évident. Je vous laisse donc découvrir cet échange avec Alix. Bonne écoute. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sextoys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble ? Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de place à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse ? Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Du coup, est-ce que tu pourrais peut-être toi aussi te représenter comment t'es passée d'éducatrice spécialisée à finalement créatrice d'une maison d'édition de jeux de société, traversée du cul. Donc voilà, j'ai lu pas mal dessus, mais je préfère te laisser représenter ton parcours et peut-être que c'est Comment ? Je n'écris pas tout sur les réseaux. J'essaie de... Bah oui, j'imagine bien. Oui, du coup, moi, je suis... Alors, on part du principe que ce que je dis là peut être dans ton podcast, du coup. Oui, voilà. Après, si vraiment il y a quelque chose qui t'échappe et qui te dérange, on pourra... C'est plutôt ma façon de parler. J'ai tendance à parler vite, à parler n'importe comment. Ah oui. Donc, j'ai pas de problème. Moi, je veux que ce soit naturel. Tu fais pas t'es pas en train de faire une annonce à la presse. Non, mais je vais quand même faire attention parce que j'ai déjà été interviewée pour le Paris Normandie. J'ai dit l'objectif c'est de pécho, ils l'ont mis en gros titre. Donc à partir de cette expérience, je me méfie. En même temps, oui, ça peut être assez vendeur comme titre. Et puis c'est vrai que c'était écrit dans un article que j'ai lu, c'était peut-être eux, Paris Normandie. Faut que je regarde. C'était mon premier gros interview et du coup ça m'a marqué, je crois. C'est pas un traumatisme, mais enfin bref, donc oui, moi je suis éducatrice spécialisée de métier. J'ai accompagné longtemps des personnes en difficulté sociale ou dans le milieu du handicap. Et sur la fin de ma carrière entre guillemets d'éducatrice spécialisée, je travaillais auprès d'adolescents qui étaient en difficulté sociale, des adolescents qui ont des troubles du comportement. Les troubles du comportement, c'est quand on n'est pas forcément adapté, par exemple socialement, qu'on a des comportements décalés, donc soit de l'inhibition, soit à contrario des comportements de violence, etc., etc. Et du coup, ces jeunes-là, on les met dans des établissements spécialisés qui s'appellent les ITEP, Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Et du coup, moi, je travaillais là-dedans au plus près de ces jeunes-là. Et parmi toute la société française, mais de façon plus visible dans les structures spécialisées comme ça, j'ai été amenée à accompagner à la fois des victimes et à la fois des auteurs de violences sexuelles, tous jeunes,
tous dans les mêmes groupes de vie, tous ensemble, gaiement. Ce qui a amené des situations de violence sexuelle directement sur mon lieu de travail, pendant que j'étais présente, etc. Enfin, et du coup, ça m'a mis, il y a des expériences qui m'ont mis une grosse claque professionnelle, avec un sentiment d'impuissance assez important. Et du coup, à ce moment-là, en tant qu'éducatrice, j'ai essayé de mettre tous les moyens que j'avais à ma disposition pour travailler ces problématiques-là. J'ai commencé par aller voir mes collègues, qui étaient psychologues, que je considérais plus compétents que moi sur cette thématique, alors que je me suis vite rendu compte que personne ne savait vraiment agir. Tout le monde savait parler, mais pas agir sur ces problèmes-là. Alors bien sûr, il y a informations préoccupantes, des pots de plainte, ce genre de choses, mais quand on a le jeune en face de soi qui est auteur de violences sexuelles, on fait quoi? À part discuter, on sait pas trop, quoi. Donc ça, c'était vraiment. C'est des jeunes qui ont de quel âge à quel âge? Alors, en fait, j'ai eu plusieurs publics, mais on peut citer soit j'ai accompagné à partir de 12 ans et jusqu'à 17-18. D'accord, ok. Voilà. Mais avec un groupe de 14 jeunes de 12 à, je crois qu'ils avaient de 12 à 15 ans, il y en avait 7 qui se, entre guillemets, l'expression est moche, mais qui se violaient entre eux, quoi. Donc ils étaient à la fois victimes de plusieurs personnes, enfin voilà, des problématiques lourdes. Et ils sont, comment dire, c'est mixte? Non, c'est quasiment que des garçons. D'accord, ok. Non, mais dans la journée, peut-être que dans la journée, les activités ou je sais pas, les cours, peut-être c'était mixte, c'est pour ça que je te demande. Non. En fait, trouble du comportement. Alors ça mène à débat aujourd'hui, mais en fait, on place dans ces structures quasiment que des hommes. Ah bon, d'accord. Okay. Voilà, je suis maintenant en études sur le genre, ça pose de grandes questions, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc voilà, problématique de départ, j'ai commencé à mettre en place un groupe de parole, construit, etc. J'utilisais des outils et très vite je me suis trouvée embêtée parce que je trouvais pas l'outil qui correspondait à ce que je voulais faire. Et moi, ce que je voulais faire, mon premier axe, c'était d'abord de travailler auprès des auteurs de violences sexuelles. Et je me suis rapidement rendu compte que à la fois dans les discours, dans les outils, dans les actions, etc., en fait, on s'adresse en grande priorité aux victimes de violences sexuelles. Sauf que, jusqu'à preuve de contraire, le problème vient des auteurs. Donc voilà. Deuxième chose, je voulais pas que ce soit un discours moralisateur, parce qu'en tant qu'éducatrice auprès de jeunes violents, je sais très bien que leur dire non, il faut pas violer, ça ne fonctionne pas comme message. Ils s'en fichent. Enfin, ça n'est pas efficace. Est-ce que c'est même pas juste la définition du mot violer qui n'est pas bien claire? Non, c'est la posture, en fait. Ce que je critique, c'est le fait d'avoir un discours moralisateur par rapport à des publics. L'intervention, mais de la justice en général, c'est vraiment bien. Il faut un cadre et il faut rappeler le cadre. Donc dire voilà, tu as eu un comportement, je sais pas, t'as baissé le pantalon de ton pote, c'est pas bien. Ok, c'est important, mais ça suffit pas, en fait. Pour qu'il ne recommence pas. Parce que si on s'interroge pas pour pourquoi il a fait ça, quels étaient les enjeux pour lui, est-ce qu'il a envie de recommencer ou pas, si on s'intéresse pas à lui, en fait, on passe à côté de la plaque. C'est comme, je sais pas, on met, je vais éviter les comparaisons sur ce thème, ça pourrait être malencontreux, mais dans n'importe quelle bêtise qu'on peut faire, dire c'est pas bien, en fait, quand on éduque nos enfants, on voit bien qu'il y a plein de choses qui suffisent pas de. C'est pas parce qu'on interdit quelque chose qu'ils le font pas, quoi. Tu vois le. Oui, je comprends. Voilà. D'accord. Oui, non, c'est pas du tout assez accompagné. Ça permet pas de prendre conscience de ce qu'on a fait, quoi. Voilà, c'est pas suffisant. Donc ça, c'était le premier axe. Je voulais pas que ce soit un discours moralisateur, mais je voulais que ça puisse, ils puissent dans ce cadre-là remonter les informations, dire leurs problèmes, dire leurs envies, dire qui ils étaient, pour vraiment travailler le fond des choses, quoi. Deuxième chose, je voulais pouvoir inclure tout le monde, en fait. Moi, j'avais des groupes de garçons, mais n'empêche que les violences sexuelles et la santé sexuelle, ça ne concerne pas que les rapports hommes-femmes, ça concerne aussi les personnes LGBTQI+, par exemple. Donc, je voulais quelque chose qui soit très inclusive avec tous les genres.
Et dernière chose, je voulais pouvoir me marrer sur des sujets comme ça. C'est assez difficile de mettre l'ambiance. N'empêche que les interventions qui marchent le mieux, c'est les interventions que les publics trouvent, enfin, ou s'amusent ou trouvent appréciables, etc., etc. Enfin, bon, voilà, j'avais toute une palette d'ambitions et je trouvais aucun outil qui réponde à ce que je voulais faire. Et du coup, très rapidement, je me suis dit, bon, bah, je vais le créer. Je suis quelqu'un à la base plutôt imaginative aussi. Hein. ça a aidé. Et du coup, je me suis... Le fait d'avoir été éducatrice pendant un certain moment avant, j'imagine que ça a aussi aidé. Enfin, ah oui, clairement, de toute façon, connaître le milieu en termes de, comment dire, de créativité. J'imagine, enfin voilà, il y avait d'autres types d'approches avant, il y a d'autres jeux, d'autres manières pédagogiques de parler avec les jeunes. Donc, la créativité était toujours nécessaire, non? Oui, complètement. Mais le métier d'éducateur, c'est un métier de testeur, en fait. On essaye des trucs. Tout le temps, on essaye des trucs. Il y a plus de la moitié qui fonctionnent pas, mais on essaye des façons de parler, on essaye des activités, on essaye de la pédagogie, on essaye des trucs. Donc, c'était un truc en plus, en fait, sur ma façon de faire. D'accord. Ok. Et donc, du coup? Et donc du coup, à partir du moment où je me suis dit ok, je vais y aller, je jouais un petit peu aux escape games à côté de ça. J'aimais bien le principe et en fait tout s'est mélangé dans mon petit cerveau et ça a fait tilt. Et je me suis très très rapidement associée à Zoé, qui est ma petite sœur en fait et qui avait à ce moment-là qui avait 17 ans et demi. Donc en fait pile poil la cible que je voulais viser parce que c'est à peu près dans ces eaux-là que les jeunes ont leur premier rapport sexuel ou en tout cas à partir de ce point-là, et quand on fait un cercle à partir de 17 ans et demi tout autour, c'est ici où on a plein d'interrogations, il y a les hormones, on est accessible pour en discuter, etc. Parce qu'à 60 ans, on commence à avoir des interrogations, mais on est beaucoup moins accessible pour en discuter. Bref, et du coup, on s'est associé avec Zoé, on a travaillé avec enfin, elle a réuni des groupes de parole, puis qui se sont transformés en groupes de travail. Moi, à côté de ça, j'ai travaillé avec les partenaires de ma région. Je suis normande, donc j'ai rencontré plein de professionnels de ma région, et ça s'est construit comme ça sur une durée assez longue, puisqu'on a commencé à construire un premier prototype, et il nous a fallu 8 prototypes pour construire un jeu qui convenait aux jeunes, aux professionnels, à nous, etc., etc. Donc, on s'est retrouvés avec un... Pardon, excuse-moi, 8 prototypes, donc c'est-à-dire que avant de trouver une version finale avec évidemment donc le contenu des cartes, mais aussi l'illustrateur, au début, tu testais comment? C'était juste imprimé à la main ou écrit à la main et tu testais directement avec les gens? Au début, on faisait les mercredis après-midi avec ma sœur parce qu'elle était encore au lycée. On se mettait dans le salon de nos parents, on découpait des feuilles A4 en petits carrés et on dessinait dessus. Hein. C'est ça le début. C'est vraiment, voilà, on se disait, on va inventer un jeu de cartes, mais on connaissait rien. Moi, j'avais le contenu, je me suis formée quand même à l'intervention auprès d'adolescents sur les thématiques de santé sexuelle. Donc, j'avais le contenu que j'avais envie de transmettre. On avait toutes les deux des valeurs, des idées. Et c'est tout, quoi. Et après, il a fallu construire la mécanique du jeu, les messages, la méthodologie. Enfin, voilà, il a fallu vraiment tout construire de A à Z, alors qu'on avait, à part nos cerveaux un peu imaginatifs, c'est tout, quoi. Donc, c'est vraiment un projet de longue haleine, disons. Et du coup, à la fin de ces 8 prototypes, une fois qu'on avait quelque chose où on était un peu satisfaite, enfin, peut-être pas à la fin des 8 prototypes, d'ailleurs, c'est intervenu un peu avant, mais il faut des sous, en fait, pour développer le jeu. Il fallait qu'on trouve un illustrateur pour les illustrations, parce que nous, on dessine pas très, très bien. Il fallait des sous pour l'imprimer, etc., etc. Donc, d'abord, on est allé voir les financeurs. On a eu quelques financements. De la part de la déléguée des droits des femmes, par exemple, des départements, enfin ça c'était des petits financements qu'on mettait bout à bout. Et à un moment donné, on s'est dit ok, ça suffit pas, faut qu'on lance une campagne de financement participatif. Donc tu vois bien que le truc a grossi au fur et à mesure. Et cette campagne de financement participatif, on se rendait absolument pas compte de ce que c'était. Hein. C'est un boulot de dingue, une pression de dingue. Et à notre grand étonnement, on l'a réussi. Mais à chaque fois qu'on réussissait un truc, on était étonnés vu d'où on partait.
Mais voilà. Et du coup, on l'a réussi. Du coup, ça nous a permis de payer l'impression. Et une fois qu'on avait payé l'impression et qu'on avait promis aux gens, d'en échange de leur coup de pouce financier qu'on leur enverrait une boîte, on s'est dit, ok, mais comment on fait pour vendre un jeu? Il va falloir ouvrir une entreprise. Et on se retrouve là à ouvrir une entreprise. Donc on est toutes les deux là-dedans. Et puis après, on a été sollicités par d'autres structures pour développer d'autres types de jeux. Donc d'autres types de jeux sur la thématique de la santé sexuelle. On a d'autres projets, par exemple, on va certainement développer un jeu pour les adultes en situation de handicap sur la thématique de la santé sexuelle. L'idée, c'est de leur transmettre les informations, mais c'est aussi d'aller questionner les professionnels qui sont parfois un frein à la santé sexuelle des usagers qu'ils accompagnent. On va aussi développer sur d'autres thématiques diverses, faire peut-être de l'éducation thérapeutique du patient, faire plein d'autres choses. Voilà. D'accord, donc ça c'est les projets en cours et à venir. Ouais, c'est ça. D'accord. Et encore une fois, c'est pas trop nous enfin, on est venu nous chercher sur ce truc-là, et du coup on s'engage là-dedans et on poursuit la belle aventure et on se pose la question de où est-ce qu'on sera dans un an. Voilà. Ok, parce que du coup maintenant vous avez créé du coup cette maison d'édition finalement de jeux de société, outils pédagogiques qui s'appelle Déclic, c'est ça? C'est ça, Déclic. Notre objectif, c'est effectivement de créer des outils de vulgarisation, des outils pédagogiques, toujours avec nous on présente le truc en disant on crée des jeux de société sur des thèmes de société. L'idée, c'est vraiment de travailler des sujets de fond, mais de façon hyper vulgarisée ou hyper ludique. Et du coup, ça part, on va faire du jeu de société jusqu'à l'outil de vulgarisation. Outil de vulgarisation, c'est vraiment, on prend des informations scientifiques qu'on rend accessibles à tous et toutes pour certains objectifs. Et on forme aussi, l'idée c'est aussi de former les professionnels qui utilisent nos outils à l'utilisation de ce jeu auprès de leur public spécifique. Donc aujourd'hui, on propose déjà des formations pour former les professionnels de l'éducation, de la santé, de l'accompagnement en tout genre, de l'animation aussi, pour utiliser CEDUCU auprès de leurs jeunes en fait. Parce que ces formations-là, ça fait partie, si je peux dire, du package quand tu vends CEDUCU ou un autre jeu. C'est des formations qui accompagnent le jeu, qui sont payantes, ça fait partie de votre modèle d'entreprise finalement, ou c'est vraiment en plus parce que pour vous c'est tellement d'intérêt général que peut-être que c'est pas payant, je sais pas. Alors en fait il y a deux axes. Il y a l'axe que avoir un jeu ça suffit pas, faut à la fois savoir l'utiliser, mais il faut aussi utiliser la bonne posture. Donc on avait cette problématique là, les gens sont en demande de comment on fait pour intervenir avec les jeunes. Il y avait cette demande là, et il y avait le truc que en fait aujourd'hui on n'est pas encore en capacité de se rémunérer parce qu'on a fait en sorte que la boîte de jeu ne coûte pas cher. À savoir qu'un jeu à développer c'est extrêmement cher. Nous ça nous a coûté 15 000 euros juste pour l'impression, 7 000 euros pour le graphisme. Enfin c'est des sommes astronomiques qu'on n'avait pas, qu'on avait zéro au départ. Bref, aujourd'hui on est encore 40 euros, ça suffit pas. 40 euros la boîte de jeu, ça suffit pas pour vendre, pour rembourser ça et pour se développer. Donc l'idée c'est aussi de faire des formations et pouvoir avoir des rentrées d'argent. La formation en soi, ça nous demande du temps de préparation et du temps de présence de notre part. Donc c'est pas cher. Il n'y a pas beaucoup d'investissement et potentiellement ça rapporte. Donc ça c'est vraiment purement de l'entrepreneuriat au fur et à mesure du développement. Non, mais je comprends tout à fait. Hein. D'accord, je voulais juste savoir si ça faisait partie de votre modèle ou pas, ou si c'était en plus. Mais oui, de toute façon, c'est un peu indissociable du jeu pour bien l'utiliser aussi et pour que les éducateurs d'autres établissements peut-être l'utilisent correctement. Mais donc, du coup, vos clients, vos cibles principaux, ce sont des formations, clairement c'est les professionnels. Alors on a beaucoup le travail social, mais parce que comme moi je suis issue du travail social et je suis aussi en parallèle formatrice dans le travail social, donc c'est des cercles que je connais bien, un public auquel je sais complètement m'adresser, donc il y a ce biais là. Mais donc travail social, tout ce qui est les infirmières en milieu scolaire, psychologues en milieu scolaire beaucoup aussi, tout ce qui est enseignant en règle générale. Enfin notre cible formation, c'est beaucoup des professionnels qui accompagnent
le public, c'est-à-dire adolescents, tout adolescent confondu. Après, pour la vente de jeux, il y a aussi énormément cette part de professionnels, mais il y a aussi il y a des jeunes qui achètent le jeu pour y jouer en jeu de soirée, en fait, parce que ça fonctionne aussi quand même, on se marre bien. Et il y a aussi des parents qui, à la place de fournir un bouquin, en gros, à leur enfant quand ils commencent à poser des questions, et ben ils achètent un jeu de société. Et donc c'est cool. Trop bien, d'accord. Oui, c'est pas que dans un côté éducatif ou dans une structure sociale, si je puis dire. C'est aussi à la maison, avec des amis, dans un contexte très privé. Bah oui, bien sûr, parce que du coup, sinon ça n'avait pas de sens. Faire de la prévention que dans les structures où il y a déjà des professionnels qui sont là pour faire de la prévention, bah ouais, oui, c'est un formidable outil. Hein, je vais pas dire le contraire, mais faire de la prévention auprès du grand public, je trouve ça quand même hyper important et c'est potentiellement les gens qui ont moins de prévention. Là aujourd'hui, on est censé avoir obligatoirement des séances d'éducation à la santé sexuelle dans les écoles. Ces séances d'éducation à la santé sexuelle, il y a des magnifiques initiatives qui se font, mais n'empêche que les magnifiques initiatives sont quand même en minorité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages extrêmement genrés qui passent dans ces interventions-là. Et en plus, il y a que 20% des établissements scolaires qui les mettent en place. Et dans ces 20%, il y a une majorité d'établissements qu'on considère à risque. Alors, soit il y a eu de la violence sexuelle dans l'établissement, soit c'est des établissements dans les zones prioritaires, etc., etc. Donc, en fait, moi, mon objectif de base, c'était la prévention des violences sexuelles. Ça ne va pas sans la promotion de la santé sexuelle pour moi dans ce cadre-là. Mais en fait, il y a plein de gens qui sont pas touchés par les campagnes de prévention. Oui, parce que là, tu vois, tu utilises le mot santé sexuelle. J'ai pas fait attention si tu l'avais utilisé autant avant. En tout cas, là, tu l'utilises pour les écoles. C'est vrai que pour moi, enfin les rares cours ce que moi j'appelais l'éducation sexuelle du coup qu'on a pu avoir, c'était souvent dans le cadre des cours d'SVT ou alors je crois que la première fois que j'en ai eu c'était peut-être en CM2 par notre unique professeur, mais c'était vraiment sous format de santé, de biologie, des SVT, de description anatomique des corps et des réactions et puis du système reproductif, pardon. Mais pas jamais et à peine un peu tout ce qui était protection sexuelle, donc pour éviter transmission de MST, etc. Mais jamais sur du coup d'autres sujets que tu abordes dans le jeu, qui est le plaisir aussi, l'égalité, le consentement, etc., etc. Donc plein d'autres sujets hyper importants et qu'on n'associe pas forcément à santé. Enfin, si. Comment tu fais la différence? En fait, historiquement, il y a deux façons d'intervenir sur la santé sexuelle. Enfin, il y a le côté SVT et en fait, le côté SVT, ça a été une façon. Oui, tu m'entends? Oui. Je crois qu'on a été coupé. T'as dit quoi? Je t'ai perdu? Ah, pardon. Oui. Historiquement, il y a deux façons. Ouais, voilà. Il y a deux façons d'intervenir sur la santé sexuelle historiquement. Il y a tout ce qui est SVT. En fait, ça a été une façon pour l'éducation nationale entre guillemets d'avoir une intervention légitime parce qu'il y a énormément de freins quand même qui existent. Et il y a le côté alors ce que aujourd'hui on appelle santé sexuelle parce qu'il y a une définition de l'Organisation mondiale de la santé, mais santé sexuelle au sens large avec les questions de consentement, avec les questions de genre, etc. Ça c'est généralement les associations qui sont mises sur ces pans-là de l'intervention. C'est vraiment extrêmement récent qu'on commence à mixer les deux. Hein. Oui, d'accord. Mais donc même en mixant les deux, t'appelles quand même ça santé sexuelle et pas éducation sexuelle. Je sais, c'est une question de vocabulaire, mais c'est pour savoir si c'est important ou pas. Alors moi, j'appelle ça santé sexuelle quand je parle de la thématique abordée, et j'appelle ça éducation sexuelle quand je parle de l'intervention en soi. D'accord, ok. Mais ça, c'est moi. Chacun sait. Non, je sais pas si du coup il y avait des règles aussi parce que du coup tu venais de l'éducation spécialisée, vous utilisez ça ou pas. Je préfère demander. D'accord, ok. Donc ça fait partie tous les sujets, donc consentement, genre, orientation sexuelle, cause LGBTQI+, égalité homme-femme, plaisir, désir. Je cite vraiment ce que j'ai trouvé sur ce qui est dans le jeu. Violence sexuelle, corps, harcèlement, contraception et sexualité, alcool et drogue. Tous ces sujets-là sont abordés dans santé sexuelle et tu rajoutes même et plus encore. C'est quoi le et plus encore?
Alors, j'ai pas retenu toute la liste que tu as fait, mais l'idée du jeu, c'est vraiment d'essayer de se rapprocher le plus possible à une situation que pourrait vivre un adolescent qui essaye un ou une adolescente qui essaye de draguer une autre personne. Et du coup, dans le jeu, alors, t'as regardé la petite vidéo YouTube? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Juste à terme explication. Avec, avec ta sœur, on est d'accord, qui Non, anime j'en ai le fait jeu. une autre. Enfin, j'en ai fait. Ah, d'accord. C'est une jeune qui l'a tournée, etc., qui est formidable. Voilà, tu t'iras regarder. Bon, bref, c'est juste une petite vidéo pour expliquer les règles, mais en fait, on voit le fonctionnement du jeu. C'est juste pour comprendre un petit peu. Elle est intéressante. En fait, le jeu fonctionne. Il y a 2 grandes étapes du jeu. D'abord, on va essayer de séduire un personnage, et après, on va passer à l'étape Q. J'appelle ça avec humour. Il y a séduction et Q, en fait. Dans toute la partie séduction, il y a plein de situations qui sont abordées. Par exemple, c'est vraiment un fonctionnement un peu le jeu dont vous êtes le héros. Les joueurs vont être tous ensemble et à chaque fois ils vont se dire ok, qu'est-ce que je vais dire au personnage pour le draguer? Est-ce que je vais lui dire oui, ton père il est pas militaire parce que t'es une bombe? Ou est-ce que je vais lui dire oui, est-ce que je peux te parler? Voilà, c'est deux techniques d'approche différentes, et en fonction des choix que vont faire les joueurs en fait et les jeunes, ils vont être confrontés à des situations différentes. Ils vont pouvoir par exemple aller au cinéma, et quand ils vont pouvoir aller au cinéma, ils vont avoir le choix de proposer de payer la place de cinéma contre un service sexuel. C'est de la prostitution. Et l'idée, c'est par rapport à ces mises en situation-là, de faire tilter les jeunes sur ce que c'est, parce qu'en fait, quand un jeune, et en fait, la prostitution, c'est extrêmement courant sur ces publics-là, sur tous les publics. Quand je dis public là, c'est vraiment que les adolescents, les jeunes, enfin tout le monde. En fait, c'est récent, c'est courant. Bref. Ils se rendent pas forcément compte que c'est de la prostitution. En fait, quand ils jouent et qu'ils disent allez, bah, c'est rigolo, on va aller aux toilettes pour, pardon, je me déplace parce que j'ai plus de batterie, donc ça fait du bruit. Ils se disent c'est rigolo, on va aller aux toilettes en échange de la place de cinéma. Donc ils sont en train de jouer en groupe, ils font un peu les kékés, machin, ça les fait bien marrer. Bim, là il y a une carte qui dit c'est de la prostitution, les gars. Ah ouais, mince, bah c'est de la prostitution. Et ça, c'est pareil sur toutes les questions de violence sexuelle. Par exemple, au début du jeu, on peut dire au personnage, on vient juste de voir le personnage, on lui dit oui, ça va, dis donc, t'as le plus beau cul des environs, toi, ça donne envie de le ploter. Et c'est très courant que les joueurs disent bah ok, on va dire ça, c'est vachement marrant, il va le prendre au 2e degré, etc., etc. Le personnage répond non mais j'ai pas très envie qu'on me parle comme ça en fait. Et là les joueurs disent bah non mais attends, c'est bon, elle a pas d'humour, on va lui dire non c'est bon, fais pas ta timide. Et c'est vraiment des scénarios qui se passent avec les jeunes. Et bim, c'est du harcèlement sexuel. Ah mince, là on vient d'harceler sexuellement quelqu'un. Bah en fait il capte à ce moment-là, et le fait que ce soit pas en fait, c'est pas l'adulte qui est présent ou pas, qui vient leur dire non mais attendez, c'est n'importe quoi, vous harcelez sexuellement, ou c'est n'importe quoi, on n'utilise pas, on va pas dire qu'il est pédé, c'est hyper insultant. Enfin, en fait, c'est entre eux, c'est les jeunes, c'est les messages qui vont être partagés entre les pairs. C'est le copain qui va dire non mais attends, tu te rends compte, moi quelqu'un qui me fait ça, mais je lui mets une baffe directe. Ou le jeune qui dit non mais attends, je sais pas, moi j'ai très envie d'essayer une relation avec un homme, pourquoi c'est mal, je comprends pas. Enfin, le fait que ce soit un jeu de société, ou que ce soit les jeunes qui vont discuter ensemble sur les thèmes et qui vont s'autoréguler, bah ça a un impact beaucoup plus important que si c'est le prof de SVT qui dit alors l'homosexualité, il n'y a rien de mal à ça. On s'en fout. Enfin, ils s'en foutent des messages des vieux cons. L'idée c'est que ce soit des messages partagés entre pairs. Bon, ça y est, tu vois bien que je dérive très rapidement à parler vite, à utiliser des mots pas adaptés. Je suis non, mais il n'y a pas de problème et pas de censure, c'est que toi qui me diras. Voilà. Non, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais du coup, j'imagine bien, j'avais vu l'autre vidéo, je crois, il y a longtemps, parce que je me souvenais bien du coup de ce fonctionnement-là du jeu. Mais les questions qui me sont venues, c'est est-ce que ça peut pas parfois générer... passer, tu vois, du jeu au côté léger à une discussion vraiment sérieuse, puisqu'on imagine le contexte où telle personne nous parlerait comme ça, telle personne nous proposerait telle chose contre de l'argent, et en fait, du coup, ça mène à créer des débats. Ça peut créer des conflits aussi. C'est aussi le but finalement quand même, parce que c'est par là qu'on apprend. Ça arrive, mais comment ça se passe s'il y a conflit ou gros débat?
Ah oui, non, mais clairement c'est tout l'objectif. C'est de rigoler d'abord, mais d'aller sur des sujets de fond et de provoquer les débats, les conflits, effectivement, pourquoi pas, mais à partir du moment où c'est parlé, c'est déjà vachement bien comme objectif. En fait, on a construit le jeu pour créer enfin, il y a une vraie dynamique dans le jeu. Par exemple, un groupe de jeunes qui ne se connaît pas peut jouer et va finir par parler de santé sexuelle, ce qui n'est pas évident. Il y a vraiment au fur et à mesure, alors comment expliquer ça clairement pour ne pas m'emmêler les pinceaux. À chaque moment du jeu, les joueurs vont devoir discuter entre eux pour prendre des décisions. Ils sont tous le même personnage et ils vont tous essayer du coup de draguer le même personnage. Donc quand les deux exemples que je citais au début, ton père il est pas militaire, où est-ce que je peux te parler, et ça va de toute façon, pour jouer, il faut que les jeunes choisissent ensemble ce qu'ils vont dire entre ça et ça. Ok ? Et du coup, au fur et à mesure du jeu, ils sont obligés de discuter, obligés de débattre. Oui, moi, je suis un peu trop timide pour sortir une blague pareille. Moi, l'humour, franchement, en drague, je trouve ça un peu lourd. Enfin, ils sont obligés de débattre. Et le thème des débats va devenir de plus en plus tabou, entre guillemets, au fur et à mesure du jeu. Au début, c'est juste la façon d'aborder, mais à un moment donné, ça va être, oui, est-ce que on fait une fellation ou est-ce que on fait un cunilingus ? Enfin, c'est ça la fin de la partie. Alors, je t'ai parlé de la partie séduction, mais à la fin, c'est la partie sexualité pure et dure où, à un moment donné, les joueurs vont avoir des cartes parties du corps vont être débloquées au fur et à mesure du jeu. Donc, au début, on imagine deux jeunes qui sont dans une chambre, ils ont accès à la main et aux yeux. Donc au début, ils vont pouvoir additionner ces deux cartes, donc soit se regarder dans les yeux, soit se donner la main, soit se mettre un doigt dans l'œil. Et l'idée, c'est de faire augmenter le désir et le plaisir. Et à un moment donné, ils vont se retrouver avec toutes les parties du corps et ils vont devoir choisir des combinaisons sans aucune valeur en fonction des combinaisons. Ça, c'est hyper important. Le plaisir qui est pris n'est pas en fonction de la pratique sexuelle, mais en fonction de qui on est, ses envies, les envies de l'autre, etc. Et l'objectif du jeu, c'est d'aller jusqu'au waouh, d'atteindre le plaisir pour les deux partenaires. Donc en fait, tous les petits débats intermédiaires qu'on va avoir vont devenir de plus en plus crus, de plus en plus ancrés dans la réalité et aborder des sujets de plus en plus tabous. Donc il y a vraiment une dynamique du jeu qui va augmenter au fur et à mesure. Et l'intérêt, c'est que les jeunes vont s'arrêter, vont débattre vraiment sur les sujets qui les intéressent et pas forcément sur les sujets qui les intéressent moins. Parce qu'en fait, on aborde énormément de choses. On peut pas parler d'une partie, ça dure à peu près 1 heure. En 1 heure, on va pas parler d'absolument tous les sujets de la santé sexuelle, c'est pas possible. Ou alors on le ferait mal. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, je sais pas, y a un jeune qui réagit sur non mais attends, moi, c'est toujours les mecs. Enfin, le début d'un rapport sexuel, c'est l'érection, la fin d'un rapport sexuel, c'est l'éjaculation. C'est bon quoi. Moi, je suis une nana. Moi, j'ai envie qu'on mette en avant le plaisir féminin. Si un joueur réagit, une joueuse pour le coup peut-être réagit comme ça, c'est un sujet qui l'interpelle et ça va provoquer le débat. Alors que peut-être à côté, ils vont dire ok, on met une capote, point, et ils vont pas en discuter. Ils s'arrêtent vraiment sur les sujets pour lequel ils ont besoin ou envie de débattre. D'accord, trop bien. Et juste pour récapituler les bases, en tout cas la répartition des personnages, tous les joueurs sont censés séduire le même personnage, mais ce personnage qui est séduit, il est joué par personne. Non, il y a le même. 2 personnages à chaque fois. Enfin, il y a plein de choix, mais à la fin, on se retrouve avec 2 personnages. Le personnage qui représente l'ensemble du groupe. Donc, je sais pas, moi, je choisis le groupe. Je suis 15 jeunes, on est tous max, et on va choisir de draguer Samy. D'accord. C'est ça qui provoque les débats. Parce que si on est chacun un même personnage, il y a une notion de compétition. La notion de compétition dans la santé sexuelle, ça va pas. C'est pas l'objectif du tout. L'idée, c'est vraiment. En fait, soit on se dit ce personnage-là il représente tout le monde, soit on se dit on va aider ce personnage-là à draguer en tant qu'ami ou je sais pas quoi. Oui, ça permet aussi de mettre de la distance par rapport à ses propres réactions parfois. C'est jamais ni le joueur qui parle de soi ni le professionnel qui intervient. C'est toujours le jeu et c'est super important parce que l'idée c'est que si à un moment donné je sais pas on en vient à discuter justement des pratiques sexuelles pures et dures, si on dit moi j'ai envie de faire ça, c'est quand même hyper différent que dire le personnage lui il va bien faire ça, c'est quand même pas la même chose quoi.
Non, non, bien sûr. Et du coup, le personnage qui se fait séduire euh, est joué automatiquement un peu par le système des cartes ou par l'éducateur? Non, non, c'est vraiment tout est entre guillemets automatique. Il y a des arborescences dans la mécanique du Bien jeu. sûr. Il y a soit des réponses à chaque fois qu'on choisit cette carte-là, c'est automatiquement la réponse là qui vient, etc., etc. Soit, par exemple, dans la partie Q, c'est une pioche qui est là pour représenter le plaisir que prend le personnage dragué. D'accord. Ok. J'aimerais bien l'avoir entre les mains pour voir un peu plus comment les logiques et tout, mais j'imagine bien. Ok. Et après, j'ai eu pas mal d'autres questions autour du jeu toujours, mais aussi sur entreprendre en général sur un sujet qui touche au domaine de la sexualité et du plaisir. Donc, t'es clairement dedans. Donc, souvent, j'ai cette question, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, c'est bon, j'ai la légitimité à entreprendre la sexualité, mais toi, je pense que tu l'avais avec ton rôle d'éducatrice. Euh, mais est-ce que on a pu quand même remettre en question cette légitimité ou te questionner, limite te mettre des obstacles ou des critiques, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans ton entourage, parce que c'était le sujet de la sexualité. C'est intéressant. Tu poses des questions qu'on m'a jamais posées, alors c'est intéressant. Au début, oui. Alors, quand j'étais éducatrice spécialisée sur mon poste de travail, en fait, parler de santé sexuelle, c'est pas la priorité de de nos encadrants, mais même c'est pas du tout notre priorité. Et notre priorité, c'est que le gamin aille à l'école. La priorité, c'est de le soutenir. Enfin voilà, c'est pas notre priorité en soi de parler de santé sexuelle. Et du coup, il me fallait quand même énormément de temps de travail pour prévoir ça. Je voulais faire un groupe de travail toutes les semaines. Enfin, voilà, et j'ai dû demander du coup la validation de mon chef de service, de mes employeurs, etc. J'ai mis 1 an et demi pour l'avoir, cette validation. Et j'ai dû, à côté de ça, demander une formation spécifique sur la santé sexuelle, un peu pour effectivement pour valider le fait que j'avais les compétences. Et il y a autre chose, c'est que je suis une femme plutôt jeune, j'ai une tête de bébé, j'ai un physique, je pourrais très bien me confondre avec les lycéens, bien que je commence à monter en âge. Mais il y a souvent ça qui rentre quand même en ligne de compte. C'est les femmes beaucoup qui parlent en santé sexuelle, mais c'est souvent des femmes alors là, celui ou celle qui écoute ça pourrait éventuellement se vexer, mais il y a beaucoup de femmes plus âgées que moi qui parlent de santé sexuelle. Il y a vraiment des questions générationnelles à ça. En tout cas, les intervenantes, par exemple, au planning familial que j'ai rencontré, sont toutes des femmes adultes accomplis, disons, pas personne âgée, j'ai absolument pas dit ça. Mais, non, mais disons que c'est une génération plus âgée, avec des enfants peut-être, voilà, 40, 50 ans. Et il y a une différence aussi dans les idées, énormément, parce que du coup, moi, je suis féministe, je suis engagée, etc., etc. Maintenant, je poursuis même des études sur le genre à l'EHESS, bref. Mes idées sont différentes de ce public-là qui est légitime pour intervenir. Du coup, mais rarement, généralement, mes interventions ont toujours été très bien prises, où j'ai eu beaucoup de soutien, clairement. Mais à certains moments, j'ai été confrontée plutôt à des difficultés par rapport à ça, par rapport à ma figure de petite jeune avec des idées un peu trop novatrices qui vient bousculer nos façons de travailler. Voilà, ça c'est plus la jeunesse que le sujet de la sexualité alors, parce que du coup la jeunesse, t'aurais pu rencontrer le même problème dans un autre secteur, dans un autre travail. Après, je pense que ma génération, du coup, entre jeunesse et idée novatrice qui est propre à notre génération. Quand je dis novatrice, je relativise ça énormément parce que heureusement, bien sûr, qu'on inclut les personnes LGBTQI+, par exemple. En fait, c'était des impensés, ça quand même. Hein. Moi, je me rappelle ma première formation en santé sexuelle, c'est une personne qui arrivait et qui nous expliquait à nous, éducateurs spécialisés, psychologues et autres, que dans la tête des filles, leur objectif c'était de trouver le prince charmant. Dans la tête des garçons, l'objectif c'était qui baise en fait. Et du coup, moi j'arrive.
Pardon, j'ai pas entendu, je parle en même temps. Je disais, c'était très sympa cette simplification d'entrée de jeu. Il y avait sur le PowerPoint, il y avait un cœur rose, un cœur bleu, hein, avec les ambitions des filles et les ambitions des garçons. Enfin, mais on parle de ça, genre, il y a quoi? Il y a 6-7 ans, hein, même pas, je crois même pas. Enfin, et du coup, je pense que les seuls freins que j'ai eus, c'est par rapport à ça, à ma figure qui représente la génération des idées novatrices en matière de santé sexuelle ou je ne sais pas comment dire ça, plutôt inclusive, idée inclusive. Bien sûr. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, ça faisait rupture et voilà, c'est les seuls vraiment freins. Après, j'ai une personnalité, je me bataille, hein, donc je me bataille où j'écrase ceux qui sont pas d'accord avec ma façon de voir les choses, disons. Donc, c'est comme ça, si on t'aurait pas pu faire tout ce que t'as fait, donc ouais, clairement. Ok, super. Et justement, là on remettait un peu en question ta jeunesse et tes idées personnelles, enfin, qu'on aurait pu dire qu'elles étaient personnelles, par exemple, alors qu'elles ne viennent pas forcément que de toi. Il y a plein de gens qui pensent, qui ont ces idées novatrices, d'hyper-inclusion, etc. Mais justement, est-ce que parfois tu réfléchis au fait de faire la différence entre parler de soi, pas parler de soi? Est-ce que c'est important? Parce que je sais que pour d'autres démarches qui n'ont pas forcément à voir avec la tienne, mais toujours dans le milieu de la sexualité, il y en a qui choisissent clairement de ne jamais parler de soi, et d'autres qui le font quand même, selon le sujet. Donc, est-ce que c'est un sujet pour toi ou pas? Ah, moi, je parle jamais de moi, clairement. Clairement. Après, j'ai appris mon intervention, enfin, en tant qu'éducatrice spécialisée, faut se protéger. En fait, il y a toujours un juste équilibre entre il ne faut pas trop s'engager et il faut s'engager un petit peu quand même. Pour la santé sexuelle, c'est un peu ça, d'autant plus, mais encore une fois, qui je suis et ce que je représente a un énorme impact. Je suis une jeune femme qui paraît jeune, qui intervient auprès d'adolescents. J'essaye d'intervenir le plus possible auprès d'adolescents garçons qui ont potentiellement des attitudes de violence sexuelle. Je provoque quelque chose chez eux. Moi, j'ai déjà été dans la situation où après une intervention, les gens cherchent à me contacter pour me draguer, quoi. Donc, il est extrêmement important que je garde cette posture de professionnelle. Et ça, j'ai appris à la faire très très rapidement parce que je suis éducatrice spécialisée, parce que j'ai toujours eu la tête que j'ai et que je suis intervenue, par exemple, comment on fait quand on est une jeune, qu'on arrive dans le métier, qu'on a 18 ans et qu'on travaille avec des publics sans domicile fixe, qui ont 50 balais et qui ont rien à apprendre de moi, quoi. Donc, la posture de professionnel, elle est extrêmement importante pour garder une posture, pour être écoutée, pour être légitimée, etc., etc. Donc, j'ai jamais quitté en fait cette posture-là, je pense. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, non, mais hyper intéressant. Bah écoute, j'ai pas mal de réponses déjà. Si je reviens un peu en arrière, désolée, je fais souvent ça, c'est un peu dans le désordre. J'aime bien les questions qu'on m'a jamais posées. Ça me donne un de confort. Je trouve ça assez agréable. J'en ai une qui revient un peu en arrière. Tu disais au début que du coup c'est principalement des jeunes garçons, c'est séparé, puis maintenant tu remets un peu en question, enfin en tout cas tu réfléchis à cette séparation des sexes dans les centres par rapport à tes études dans le genre aussi. Est-ce que parfois ce serait pas mieux par exemple de jouer à ce jeu-là dans les centres en mixité, puisqu'on peut avoir différentes orientations sexuelles dans un groupe qui joue à c'est du cul. Donc, qu'est-ce que t'en penses de ça? T'encouragerais? Clairement, pour moi, c'est un jeu qui se joue en mixité. Sinon, ça marche beaucoup moins bien. Parce que l'idée, avec le jeu c'est du cul, on travaille aussi les normes de genre. Les normes de genre qui sont extrêmement présente dans les questions de santé sexuelle, voire je pense qu'on ne peut pas, on ne doit pas parler de santé sexuelle sans questionner les normes de genre. Et là, c'est un débat qui me tient à cœur. C'est comme je le disais, je crois que je le dis souvent, mais début de relation sexuelle, érection masculine, fin de rapport sexuel, éjaculation masculine. Si on met, l'écrasante majorité des auteurs de violences sexuelles sont des hommes.
enfin, si on questionne pas les normes de genre, ça ne va pas. Et pour moi, avec cette idée de les messages sont beaucoup plus efficaces quand ils sont partagés entre pairs, et ben quand on fait une partie qu'on mélange des femmes, des garçons, différentes orientations sexuelles, différents genres aussi, je sais pas, une personne trans, etc. Bah c'est là qu'il va y avoir des débats intéressants. C'est là où les nanas vont pouvoir commencer à se défendre. C'est là où les mecs vont se dire non mais attends, je vais peut-être un peu fermer ma bouche et la laisser parler. C'est fondamental. Après, il y a autre chose, c'est que parfois, à cause des discriminations de genre ou des normes de genre, etc., et même souvent, il ne se joue pas la même chose quand on a un groupe que de garçons, quand on a un groupe que de filles. Et ça peut être utile en fait de faire les deux, parce que comment on fait pour, par exemple, travailler la sororité avec des hommes qui nous coupent la parole toutes les 5 minutes. Clairement, quand je fais une partie mixte, à tout 100%, c'est les garçons présents qui parlent le plus. Et je suis obligée parfois d'intervenir pour dire non mais vous vous rendez compte que vous êtes 2 garçons, elles sont 6 filles, c'est vous qui parlez le plus, est-ce que ça vous questionne pas ça? Voilà, systématiquement. D'accord, donc même si jeune, en fait, enfin si jeune, à 17 ans, 15 ans, tu remarques déjà ces comportements-là. Mais même adulte, moi quand je joue oui, non, mais adulte évidemment, mais je me rendais pas compte forcément et j'essaie de me rappeler si à mon âge, enfin à cet âge-là, je ressens, enfin en tout cas je l'avais pas ressenti, je m'en rendais pas compte. Je l'ai vu évidemment après, surtout dans les milieux académiques et puis professionnels, mais au lycée par exemple, en fait c'est déjà présent quoi. Ah bien sûr, juste on n'a pas quand on est nous-mêmes jeunes, quand on fait nous-mêmes partie du monde social, ces normes elles sont ancrées et on s'en rend plus compte. C'est ça l'impensé en fait. C'est comme on a toujours vécu de cette façon-là, des ados qui ont toujours vécu avec les mecs qui parlent plus que les meufs, elles se posent même pas la question, elles trouvent ça normal. Mais comme plein de sujets féministes, l'épilation. Ah oui, non, mais ça bien sûr. Mais je me demandais du coup dans le cadre d'un jeu comme ça, où en plus on parle de choses qui peuvent être très personnelles, si là, ou si tu leur fais remarquer, est-ce qu'elles s'en rendent compte ou est-ce qu'ils s'en rendent compte? Ah bah oui, quand à partir du moment où on le dit, ça fait tilt. Enfin, ça dépend des groupes après. Hein. Tous les groupes ne sont pas idylliques. Hein. Faut pas se mentir. Mais oui, à partir du moment où on le dit, en disant non mais voilà, vous voyez bien que là c'est en fait dans la sexualité comme dans le jeu, c'est les hommes qui prennent les décisions sur ces thèmes-là. Voilà. Du coup, moi, ça me paraît impensable. Après, peut-être que je me leurre complètement sur ma manière dont j'ai été aussi, mais j'ai toujours trop parlé, donc ça me paraît impensable. Mais je vois très bien, j'ai déjà observé ça chez des amis, mais et un peu chez moi, mais à ce point, même à cet âge-là, ok, d'accord. Ouais, bon, c'est sûr. Je le remarque sur plein de sujets. C'est comme le truc qui arrive aussi à quasiment toutes les parties de jeu. C'est l'ensemble du monde entier, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, tous les gens que je vais rencontrer ont dans leur tête un schéma de la santé sexuelle, une espèce de norme où il y a des étapes à franchir. On nous dit. Oui. Préliminaire, alors d'abord on masturbe, ensuite potentiellement on fait une fellation, pas forcément un cunilingus, ensuite pénétration, ensuite c'est fini. Il y a une espèce de truc comme ça où il y a des actions normales à faire et d'autres actions qui ne seraient pas normales, par exemple la pénétration anale ou le cunilingus c'est dégueulasse, enfin ce genre de choses là. Et comme dans le jeu on se retrouve avec toutes les parties du corps sur la table, clairement en se disant ok, qu'est-ce qu'on additionne, mais en fait quasiment tout le monde à ce moment-là se dit mais en fait mais on peut faire plein de trucs quoi et on fait ce qu'on veut en fait. Bah ouais, là, voilà. Et là ça c'est là quand il se passe ça je me dis le jeu a servi à quelque chose, c'est chouette. Voilà. Ah oui, et puis là du coup ils se rendent compte de la liberté qu'ils ont et des droits qu'ils ont. Oui, et l'idée, c'est de péter l'ordre de valeur en se disant, je sais pas, la pénétration anale, c'est dégoûtant, faut jamais faire ça, c'est -12. La pénétration vaginale, c'est orgasme automatique. Bah non, les gars, ou les filles. Enfin, ça ne fonctionne pas comme ça. Même si on vous a peut-être transmis ça dans les médias, etc. La vraie pour une fois, ils ont l'occasion d'en parler et de dire eux-mêmes ce qu'ils pensent de ça, s'ils ont envie d'essayer ou pas. Bien sûr. Et, Okay.
Et après, c'est pour ça que ça joue aussi, soit il y a un professionnel qui est là pour organiser, entre guillemets, la partie, qui intervient le moins possible, mais qui peut quand même intervenir pour faire capter 2-3 trucs ou pour donner de l'information. Soit c'est les jeunes qui jouent entre eux, et dans ces 2 schémas-là, ils se jouent vraiment des choses différentes, en fait. C'est ça l'utilité. C'est que quand on est entre potes, entre filles, entre garçons ou entre mixtes ou entre ce qu'on veut, il va jouer, on va davantage parler, on va avoir moins d'informations, alors que dans les parties avec un adulte, on va pouvoir donner de l'information et faire capter des trucs impensés par ce public-là. Enfin voilà, il y a deux, c'est l'utilité des 2 niveaux d'intervention, quoi. Ok. Ensuite, je reviens à des choses comme tout à l'heure, je refais une boucle. Là, plus toujours sur l'entrepreneuriat en général et moins sur le jeu. Un peu quand même, tu t'es associée du coup avec ta sœur, autant d'abord pour le jeu C'est du cul, mais aussi pour la maison d'édition. Ouais. D'accord. Oui, après, on n'a pas la même implication aujourd'hui parce que elle, qui avait 17 ans et demi au début de ce projet-là, elle a quand même un parcours, enfin, elle a envie d'avoir une certaine branche professionnelle qui n'est pas forcément la mienne. Donc on a des missions différentes dans ce travail-là et on a des implications différentes aussi. Elle gère tout ce qui est communication, par exemple, auquel moi je suis moins douée. Alors que moi, je gère tout ce qui est partenariat, tout ce qui est les formations, c'est moi qui les fais, etc. On a 2 niveaux d'intervention. D'accord, ok. Donc du coup, c'est une association en famille qui se passe bien et pour autant, vous parlez. Du coup, ça vous a amené aussi à parler de sexualité, mais vous le faisiez peut-être déjà. C'est peut-être pour ça que tu lui as proposé. Zoé t'en parlerait mieux que moi, clairement, parce que on a 7 ans de différence. Hein. D'accord. Donc notre sororité est différente. J'ai toujours aimé discuter des sujets un peu trash, que ce soit sexualité ou autre. Par exemple, je sais pas, j'ai été pompier. Enfin, voilà, le trash m'attire. Je ne sais pas pourquoi. Faudrait que je fasse une psychothérapie. Bref, et du coup, j'ai assez tôt parlé de santé sexuelle avec ma sœur, qui en avait envie ou qui en avait pas envie, je ne sais pas. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté déjà avant ça, mais après c'est clair que ce projet nous a énormément rapprochés, nous a énormément travaillé, libéré. Enfin voilà, il s'est joué des choses évidemment là-dedans. Mais on est extrêmement complémentaires. Ouais, extrêmement complémentaire. Du coup, ok. Oui. Mais... Elle a un style extrêmement organisé. Moi, je suis hyper créative. Je vais dans tous les sens. Enfin voilà. Elle était jeune et elle portait la parole des jeunes. Moi, je portais la parole des professionnels. Enfin, ce jeu n'aurait pas pu se faire sans elle. Hein. Clairement, on est une belle équipe. Bon, j'ai plein d'amour pour ma sœur, c'est normal. Hein. J'imagine, enfin normal. Et puis en plus, c'est assez fou parce que vous répondez un peu à... Enfin, vous montrez un modèle pour 2 questions. Est-ce qu'on peut entreprendre avec sa famille? Donc oui, apparemment. Et en tout cas dans votre cas. Et en plus, dans un domaine qui est la sexualité, donc qui est souvent tabou en famille, et dans l'entrepreneuriat. Donc ça répond à 3 choses en même temps. Ouais, c'est vrai, D'accord, ok. Tous les jours, hein, parce que moi j'ai tendance à imposer et elle a tendance à être timide, donc elle a appris comme ça à me dire Alix, tu te tais, je parle. Enfin voilà, il y a d'autres choses. On a plus de liberté de parler parce qu'on est sœurs, on se connaît toutes les 2 par cœur, du coup on sait laisser la place à l'autre quand il faut. Enfin c'est particulier hein, quand même. C'est dans votre relation d'associés plus que de sœurs finalement. C'est important. D'accord. Ouais. Et alors après, je vais pas t'embêter trop longtemps, j'en aurais plein d'autres des questions, mais pardon. Vas-y, tu me déranges pas, je suis confinée hein, en vrai. Oui, mais bon quand même. Oui, qu'est-ce qui, selon toi, devrait être encore à faire? Il y a énormément de choses à faire dans ce milieu de la sexualité. En entrepreneuriat, alors peut-être pas tes autres idées à toi, hein, mais qu'est-ce que tu aimerais voir émerger comme initiative dans ce milieu-là, si tu as des idées à donner aux gens qui nous écouteront, j'espère? C'est une bonne question. Je pense que toutes les initiatives sont bonnes à prendre, clairement.
il y a beaucoup d'initiatives en ce moment quand même, hein, avec des médias très particuliers. En fait, c'est pas tant les idées, c'est qui. C'est beaucoup d'initiatives de personnes féministes. Il y a enfin moi je vois, après j'ai un biais hein, parce que je suis féministe, je fais partie de ces groupes-là, donc voilà, c'est pas pareil, mais je vois peu d'interventions des personnes LGBTQI+, ou j'ai vu quelques interventions ou outils ou n'importe quoi par des personnes lesbiennes par exemple, mais ou alors sur des questions de transmission du sida, mais je vois peu sur ce sujet-là. C'est beaucoup de militants. Il y a pas mal dans ces militants de personnes qui font partie des cercles médiatiques, des journalistes, des voilà. Je pense que on gagnerait à diversifier les personnes. Par exemple, je pense aussi à toutes à la diversité d'origine. Il y a des questions culturelles qui se jouent énormément dans la sexualité et je les vois pas beaucoup abordées. Et moi, je me sens pas légitime pour les aborder. Enfin, voilà, en fait, je parierais plutôt sur la diversité des personnes qui développent ce genre d'initiative plutôt que sur les contenus. Parce que je pense qu'en fonction de qui on est, on développe des choses différentes. Moi, j'aurais pas développé ça si j'étais pas éducatrice spécialisée ou je l'aurais fait différemment. Je pense que c'est ça qui est important. C'est défendre les valeurs qu'on a. Si j'ai un seul conseil à donner, c'est pas emprunter des valeurs à quelqu'un d'autre. C'est pas parce qu'on est c'est pas parce qu'on est féministe, par exemple, qu'on est obligé de partager toutes les idées du féminisme et qu'on est obligé d'utiliser les méthodes d'intervention de féministes, par exemple. Non, l'idée c'est faut rester soi, faut tenir à ses valeurs, faut tenir à son parcours voilà. Et je pense que c'est déjà super. Voilà. Oui, finalement faire avec ce qu'on a aussi et ses origines et peut-être développer des choses qui peut-être existent déjà, mais à sa manière et avec sa culture à soi qui n'est pas assez mise en avant, par exemple. Complètement. Parce que en fait, je pense qu'on parle quand même beaucoup mieux au public qu'on connaît. Voilà. Ok, d'accord. C'est pour ça que je parle aux jeunes, je crois. Comment ? C'est pour ça que je parle aux jeunes. C'est parce que je bosse avec des jeunes. Donc forcément. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Après, moi, j'aurais des questions, mais qui rentrent pas dans ce podcast, vraiment plus personnelles sur le master que tu fais actuellement ou que tu finis. Sur donc en genre à l'EHESS, je n'arrive jamais à prononcer parce que je m'étais assez intéressée à ce master là, mais l'EHESS c'est quand même hyper centré recherche. J'avais trouvé sinon des formations peut-être bien plus courtes, moins approfondies, mais sur à la Sorbonne il me semble, et sur en genre et sexualité, mais là, avec le confinement, j'ai un peu arrêté les recherches et il faudrait que je m'y remette, mais pour la rentrée prochaine et peut-être en même temps qu'une autre activité. Et le HESS, je me vois pas forcément le faire à côté. Mais apparemment, tu le fais. Le HESS, tu peux travailler à côté. Hein. Ah ouais. Comment ça se passe du coup ? Pourquoi tu as choisi cette formation-là et pas une autre Je sais pas trop. En fait, moi, j'ai commencé. C'était exactement au même moment où j'ai commencé à faire le projet CEDUCU. J'ai repris mes études en parallèle. J'ai fait une licence de sociologie à distance, mais parce que ça m'amusait en vrai, hein, juste pour ça. Et ensuite, en fait. Vu que les problématiques de violence sexuelle ont commencé à m'interpeller, j'ai beaucoup lu sur le sujet. J'ai commencé à un petit peu griffonner des trucs et ça a fini en projet de recherche. D'accord. Okay. En fait, moi, au début, ma question, c'était mais comment donc un auteur de violence sexuelle devient auteur de violence sexuelle ? Et ça a évolué. Aujourd'hui, je fais une recherche sur la prise en charge des auteurs de violences sexuelles et sur toute la psychologisation de ce type de public. Genre, les auteurs de violences sexuelles, c'est des malades mentaux, c'est des psychopathes, tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Faut arrêter avec ça. Donc, je fais une recherche là-dessus. Et en fait, le HESS, le HESS, ça fonctionne sur les séminaires. On s'inscrit, on a une maquette, de formation où on se dit, il nous faut, je sais pas, 2 séminaires ciblés sociaux, 2 séminaires ciblés genre, 2 séminaires de méthodo, etc., etc. Et après, tu t'inscris dans une palette de séminaires énormissime. Je sais pas combien il y en a, mais genre entre 1000 et 2000, tu vois, donc c'est énorme.
Et après, donc c'est des séminaires, soit une fois par semaine pendant 3 mois, soit une fois par mois pendant 1 an, etc. Et tu les valides. Et à côté de ça, tu fais ta recherche sous la direction d'un chercheur. Donc voilà, donc moi, si tu veux, j'ai réussi à être éducatrice, j'ai réussi à être formatrice, j'ai réussi à être entrepreneuse, j'ai aussi réussi à être pompier en faisant le HESS. Tout ça en même temps. Donc t'inquiète, tu peux faire plusieurs choses en même temps. Super, voilà. Hyper inspirant. Attends, mais oui, c'est vrai que du coup, j'ai pas relevé tout à l'heure, mais du coup, t'es pompier volontaire à côté? Ouais, je le suis plus là. J'ai dû arrêter parce qu'il y avait trop. Je dormais plus, mais ouais, ça. C'est énorme. Ok. Bah écoute, peut-être que je garderai ça aussi parce que c'est quand même le petit moment pub pour le HESS. C'est vendeur de dire que tu peux faire tout et n'importe quoi à côté quand même. Je suis pas sûre qu'ils apprécient. Mais par contre, c'est génial. C'est une école géniale. Je pense que c'est vendeur dans le sens, en tout cas, les activités que tu fais à côté, c'est aussi quand même lié finalement à l'EHESS et à ton sujet de recherche, mais non, mais il n'y a pas beaucoup de formation dans ce domaine-là, et en tout cas en France ça émerge à peine. Et du coup non, je trouve ça hyper intéressant et je me pose vraiment la question. Après on va encore me dire que j'enchaîne les études et les diplômes, c'est pour ça que je cherche quand même à faire ça à côté en même temps qu'une activité professionnelle ou de monter mon entreprise. Donc mais je te comprends tout à fait, hein. Mon projet de professionnel, c'est d'être étudiante toute ma vie, moi. Donc c'est génial. Enfin, faut réussir. Non, c'est un super projet. Alors ça, autre chose, hein, il y a d'autres trucs, hein, mais après, en termes de formation sur la santé sexuelle, il y a les diplômes universitaires. J'ai longuement hésité à faire ça, où là, c'est beaucoup plus pratico-pratique. C'est pour être intervenante en santé sexuelle. Mais je pense que tu peux postuler en fonction d'un diplôme préalable. Moi, j'aurais pu parce que je suis éducatrice spécialisée. Et puis, ça t'ouvre pas des métiers, hein, en soi. Voilà, donc... Bah écoute, merci beaucoup. C'était super intéressant. Et du coup, je pense que ça va en intéresser pas mal. Et en plus, la connexion était bien meilleure à partir du moment que tu as bougé. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée. Salut. Vous avez donc écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup. Si ça vous a intéressé, si vous avez appris des choses et surtout si vous avez aimé cet épisode et les autres, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast où le podcast est enfin disponible. Donc Talk Podcast est également disponible sur la plupart des autres plateformes comme Spotify, Deezer et SoundCloud. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram lets.talk avec un Q à la fin. Merci et à la semaine prochaine.